par le Soleil, mais à chaque fois, je ferai l'aller-retour entre le Soleil et la Lune, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Alors, le Soleil, astre diurne. La Lune, astre nocturne. Le Soleil étant l'objectif, la Lune étant le subjectif. Le Soleil, c'est le rationnel, le concret, hein, l'immédiat. La Lune étant plutôt le subjectif, l'inconscient personnel. On verra l'inconscient collectif avec Neptune. C'est la sensibilité, c'est l'adaptabilité, c'est la mémoire. Et le Soleil, à contrario, c'est pas qu'il n'a pas de mémoire. Le Soleil a une mémoire, mais une mémoire différente. Le Soleil, c'est la mémoire du geste, c'est la mémoire de l'action, c'est la mémoire euh, de la passion. La Lune, c'est plutôt la mémoire émotionnelle, la mémoire par la sensibilité, la mémoire par le ressenti. Voilà. Donc le Soleil, il va se rappeler, il va avoir une meilleure mémoire pour les domaines, pour les principes que je vous ai énumérés là, et la Lune, elle va avoir plus de mémoire pour les principes que je vous ai énumérés là. Donc le Soleil, le masculin, la Lune, le féminin, bien entendu. Le Soleil est émetteur, important, hein, et la Lune est récepteur. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur ce principe émetteur-récepteur. Pourquoi? Parce que c'est très important de le comprendre et surtout et surtout de le vivre. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une adorable jeune fille, 27 ans, en consultation. Et cette jeune fille, elle avait une problématique qui était que, ah bon, à cet âge-là, on a des relations bien on a des relations sentimentales qui sont, on va dire, dans la pureté de ce que l'on est. Ce que j'entends par la pureté de ce que l'on est, c'est que dans les relations sentimentales, eh ben, on ne calcule pas, on est ce que l'on est. Je ne peux pas le dire mieux que ça, hein. Voilà. Et elle avait un problème dans ses relations parce que elle ressentait de la frustration. Alors, en étudiant le thème, tout ça, je regarde et je lui dis, justement parce qu'il y avait des principes solilunaires qui définissaient qu'elle était plus dans le je donne, elle était plus dans le oui, elle était plus dans le je donne et elle recevait pas. Normal, puisque elle était dans le je donne. Les gens qui donnent beaucoup, eh ben, vous devez concevoir qu'il n'y a plus de place pour recevoir. Et donc, on discute sur ce principe-là. Donc, c'est un principe solilunaire, hein. Le soleil est émetteur, donc ça va de dedans à dehors. Et la lune est réceptrice, récepteur, ben, ça va de dehors à dedans. Donc, si vous êtes tout le temps dans le dedans, je vais dehors, eh bien, le dehors, il ne peut pas rentrer dedans. Eh bien voilà, son problème, il était là, c'est-à-dire qu'elle donnait beaucoup à l'autre dans sa relation, et comme elle donnait beaucoup à l'autre, eh bien, l'autre, il n'avait pas le temps d'être émetteur à son tour, et donc elle de recevoir. D'où un déséquilibre et une frustration profonde qui l'a amené jusque sur ma chaise. Voilà. Et donc, il est très important de concevoir que le Soleil et la Lune sont ces deux symboles de deux pôles opposés qui, en réalité, ne forment qu'une complémentarité, et de cette complémentarité naît le tout. Voilà. Donc, notamment dans les relations sentimentales, eh bien, on va un petit peu, autre que Vénus, Mars, tout ça, on va un petit peu étudier cette relation solilunaire, voir si on est plus émetteur, si on est plus récepteur. En ce cas-là, il va falloir rééquilibrer par une prise de conscience. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec cette jeune fille? On en a parlé.
Elle m'a raconté ses relations, donc je lui ai mis le doigt à chaque fois sur le fait qu'elle émettait beaucoup et que forcément elle ne recevait pas. Le fait qu'elle ne reçoive pas, ben, elle avait de la frustration au fond d'elle, hein. Bon, après, la problématique était plus profonde, mais si on la prend sur le basique, comme ça, ben, ça, voilà. Alors, en réalité, je vais pas vous faire perdurer, mais la problématique était comme elle avait besoin d'être aimée, eh bien, elle émettait à outrance. Et forcément, comme elle ne recevait pas, elle n'avait pas l'impression d'être aimée, puisqu'il n'y avait pas la place de la réception et qu'elle était en continuelle émission. Et je lui ai expliqué que pour qu'elle puisse se sentir aimée, il fallait qu'elle laisse de la place à la réception pour que l'autre puisse émettre et lui donner et elle recevoir de manière à ce qu'elle perçoive les sentiments de l'autre, l'amour de l'autre, la sensibilité de l'autre, voilà, tout ce qui fait une relation sentimentale. Et beaucoup de gens, hein, ça je vous le dis avec le retour, parce que c'est pas là, je vous prends ce cas-là parce qu'il est tout frais dans ma mémoire, mais beaucoup de gens sont dans ce cas-là en couple, hein. Il y a toujours un des deux qui émet ou qui reçoit plus, voilà. Alors on pense que parce qu'il y en a un qui émet beaucoup et que l'autre il reçoit beaucoup, eh bien, on pense qu'il n'a pas besoin d'émettre. En réalité, c'est faux, parce que les deux principes sont utiles à chaque personne, à chaque protagoniste du couple, hein. Dans les relations, même si on est très un et un petit peu l'autre, en soi, eh ben, ça ne va pas. Il est vraiment de bonne loi pour que la relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale ou une relation normale, eh bien, il est de bonne loi que l'on reçoive et qu'on émette de manière égale, on va dire. Alors, entendons-nous bien, quand je dis de manière égale, c'est je peux par exemple émettre beaucoup là, dans ce moment-là, dans ce moment relationnel avec l'autre, dans ce domaine relationnel avec l'autre, je peux émettre beaucoup et très peu recevoir, mais dans un autre domaine, dans la même relation, dans un autre domaine avec l'autre, eh bien, les choses, elles vont s'intervertir et je vais à mon tour recevoir et donner moins. Voilà. Donc, il est vraiment utile de prendre conscience que l'émission-réception Soleil-Lune, c'est un des principes essentiels dans tout ce qui est relation, de manière à ne pas ressentir de frustration. Voilà. Et bien entendu, on en revient à s'il n'y a pas un équilibre acceptable, qu'on ressent de la frustration, que ce soit dans un sens ou dans le nôtre, hein, qu'on ressent de la frustration comme cette jeune fille en réception, mais on peut ressentir de la frustration en émission aussi, c'est pareil. Donc, il est utile de regarder un petit peu son fonctionnement, de regarder. Alors, des fois et parfois, on ne ressent pas la frustration, on n'en a pas conscience de cette frustration parce qu'on n'est pas dans un équilibre acceptable pour soi. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait que bon, il y a quelque chose qui nous. Je suis bien, mais bon, quand même. Voilà, eh bien, il est bon d'aller voir dans ce sens-là un petit peu, parce que c'est souvent ce qui se présente voilà, dans le domaine relationnel, hormis d'autres choses, hein, hormis la peur de ne pas être aimé. Donc, comme cette jeune fille, si elle a peur de ne pas être aimée, ben, on va émettre à outrance pour espérer recevoir beaucoup, mais comme on émet à outrance, on ne peut pas recevoir beaucoup et notre frustration et notre peur de ne pas être aimé, eh ben, elle reste comme elle est et même parfois elle grandit parce qu'on voit qu'on donne et on a l'impression de ne pas recevoir. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si ça ne l'est pas, vous mettez un petit coucou dans les commentaires et puis eh ben, je spécifierai par rapport à votre commentaire. Voilà. Donc, ça, c'est solilunaire. Donc, je vous ai dit masculin, féminin. Donc, masculin, féminin, ça revient à émetteur-récepteur, hein. D'accord? Voilà. Chaque fois où vous prenez un attribut sous-jacent, les autres sont présents, ils sont là, hein. Voilà.
Donc, ensuite, ben, sensibilité pour le côté lunaire. Ça ne veut pas dire que le côté solaire est insensible, mais ça veut dire que le côté lunaire fonctionne dans la perception de la sensibilité. Et le côté solaire, il fonctionne sur le domaine du feu, c'est-à-dire le domaine de la passion et justement de tout ce qui va sortir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça que l'on définit les attributs lunaires comme intérieurs et que l'on définit les attributs solaires comme extérieurs. Et quand on va dans le principe masculin-féminin, les attributs lunaires sont les attributs intérieurs, c'est-à-dire on va se positionner par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et le côté solaire, on va se positionner par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est un petit peu cette image aussi, je reviens du couple, puisque le couple soleil-lune, homme-femme, donc c'est le meilleur domaine un petit peu pour expliquer cette relation solilunaire, n'est-ce pas? Donc dans le domaine homme-femme, dans le couple, qu'il soit couple ou qu'il soit amical ou qu'il soit simplement relationnel, alors quand je parle homme-femme, je parle des attributs solilunaires, hein, d'accord? Parce qu'un homme, il peut avoir plus d'attributs lunaires et une femme plus d'attributs solaires. Donc, mais ça peut se faire aussi entre deux hommes. Il peut y avoir deux hommes, un avec plus d'attributs masculins et moins de féminins, et l'autre homme en face, le contraire, bien entendu. Alors, entre hommes, là, je ne parle pas de relations de couple, hein, je parle de relations normales, et bien entendu, se, tout ceci se retrouve dans toutes les relations. Voilà. Donc, il faut savoir que chaque être humain, si vous préférez, voilà, je vais faire comme ça, chaque être humain détient en lui des atouts solaires et des atouts lunaires. Voilà. Mais pas en proportion égale. Et de ce fait, ce qui est le, ce qui est le plus équilibré, bien entendu, c'est de détenir autant les attributs solaires que les attributs lunaires. Voilà. Et quand on a plus d'un et plus de l'autre, eh souvent déjà on va chercher des gens qui sont en sens contraire de nous, d'accord. Et on va surtout chercher des gens qui vont nous montrer, qui vont nous partager justement les attributs que l'on ne détient pas, d'où une certaine attirance pour les gens qui vont avoir les attributs que l'on ne détient pas. Voilà. Je fais une petite pause pour répondre à Vénéra. Malheureusement, il arrive souvent que l'émission et la réception ne soient pas équilibrées. Eh bien oui, là je suis tout à fait d'accord avec toi, Vénéra, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'équilibrer. Voilà. Si on prend conscience de son déséquilibre, si si l'on fait focus dessus, on se dit voilà, j'ai l'impression de plus émettre, de plus recevoir. Comment je vais faire? Parce que bien entendu, c'est bien beau de le dire, mais il faut savoir comment rééquilibrer ça. Donc, pour répondre à Vénéra, si on est plus dans le lunaire, eh bien, on va œuvrer plus sur le solaire, donc sur l'émetteur. Et si on est plus dans l'émetteur, eh bien, on va œuvrer plus sur le récepteur qui est la Lune. Voilà. Et comment on œuvre? Vous me direz, ben, c'est très simple. On va œuvrer sur les attributs qui sont dépendants de l'un ou de l'autre. Donc, si on est très solaire, c'est-à-dire très, très, très dans l'émulsion, très dans la passion, tout ça, eh bien, on va travailler un petit peu plus sur la sensibilité. Alors, le feu a un émotionnel, mais un fonctionnement émotionnel différent du fonctionnement émotionnel de la Lune. Le feu a un fonctionnement par la passion, d'accord? Cette passion dévorante, c'est un passionnel, il s'enflamme, tout ça. La Lune, elle a une sensibilité qui est vraiment par l'émotionnel.
par le ressenti. Il n'y a pas ce feu comme il y a pas cette passion comme pour le soleil. C'est beaucoup plus l'ambiance, c'est beaucoup plus le ressenti, c'est beaucoup plus le côté romantique, alors que le côté solaire, c'est plus le côté chevaleresque. Je vais défendre la dame, voilà. Donc vous voyez, dans ce que je vous dis, dans je vais défendre la dame, eh bien, il y a cette notion vraiment solaire. Je vais me mettre devant ce qui arrive de l'extérieur. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il est émetteur, parce que les atouts masculins, par exemple, dans un couple, vous les reconnaîtrez, parce qu'un des deux protagonistes va gérer tout ce qui vient de l'extérieur. Et à contrario, celui qui a des attributs lunaires en dominante, eh bien, il va surtout s'occuper de ce qui est à l'intérieur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a on va dire, cette image que beaucoup de femmes n'aiment pas. Enfin, beaucoup de femmes, parce que normalement, elles ont plus d'atouts féminins, mais normalement. Mais en réalité, il peut y avoir des femmes avec beaucoup d'atouts masculins, et comme je vous l'ai dit, vice-versa. Mais il y a cette image lunaire de la femme à la cuisine avec les enfants. Mais en réalité, c'est une symbolique de la Lune et du monde lunaire. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, la femme, elle va s'occuper de l'intérieur. Ça peut être l'intérieur dedans, ça peut être l'intérieur du foyer, ça peut être tout ce qui se passe à l'intérieur. Et lui, le solaire, il va se mettre à l'extérieur, il va s'occuper normalement dans le couple de toutes les agressions, de tout ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Et vous reconnaîtrez, donc, je vous disais, dans un couple, ces notions-là, vous verrez qu'il y en a toujours un qui va se mettre en premier au devant de ce qui vient de l'extérieur, et l'autre, il va gérer tout ce qui est de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a cette image de la femme. En réalité, on ne devrait même pas dire l'image de la femme, c'est faux, parce qu'une femme, elle peut avoir beaucoup d'atouts masculins. Donc, on devrait plutôt dire, et gardez-le en tête, que ce sont les attributs que vous allez reconnaître, mais pas forcément la femme ou l'homme. D'accord? Puisque une femme peut avoir beaucoup d'attributs masculins, eh bien, elle va se mettre au devant de tout ce qui vient de l'extérieur. Et l'homme, eh bien, s'il a beaucoup d'atouts lunaires, eh bien, il va s'occuper, il va se mettre au devant de tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Et c'est souvent cette image un petit peu qui est un petit peu difficile à faire le discernement, c'est-à-dire de comprendre que ce n'est pas l'homme ou la femme qu'on reconnaît, mais c'est les attributs masculins ou féminins. Donc quand vous verrez ça, vous direz, tiens, ça, au lieu de dire c'est un homme ou une femme, vous direz, tiens, ça, c'est un attribut masculin, tiens, ça, c'est un attribut féminin. Voilà. Et vous reconnaîtrez si la personne elle est plus émettrice ou si elle est plus réceptrice, peu importe le sexe. Voilà. Donc, ceci étant dit, c'est quand même quelque chose qu'il est utile de détenir si on veut comprendre vraiment l'astrologie et surtout les êtres que nous sommes. Il y a inclus, bien entendu, dans cette image solilunaire, il y a d'inclus la perception du feu et de l'eau, hein, bien entendu, soleil, lune, feu, eau. Hein, et donc, les attributs du feu dont on a souvent parlé, eh bien, ils vont être inclus dans ce côté solaire, et les attributs de l'eau dont on a souvent parlé vont être inclus dans les attributs lunaire. Donc, les attributs de l'eau, vous les connaissez, hein, sensibilité émotionnelle, adaptabilité, ressenti, et les attributs solaires, masculinité, donc je vous en ai parlé, hein, masculinité, passion, énergie, et puis passion, énergie, et puis rationnel. Voilà. Avec le solaire, pourquoi on dit rationnel? Parce qu'on est dans l'instant, hein, on vit l'instant. Et avec la Lune, on est plus dans le monde
un petit peu plus flou, hein, on est plus dans l'imagination, dans le romantisme, dans la sensibilité. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit, le solaire est aussi une sorte de romantique, mais romantique extérieure, et la Lune, elle est romantique intérieure. Voilà. Et donc, pourquoi on dit qu'avec le Soleil, on est dans le rationnel et l'objectif? Pas l'objectif en sens de but, mais l'objectif, hein, d'accord? Et avec la Lune, on est plus dans l'imagination, on est plus dans le rêve. Donc, qui dit rêve dit subjectif, et qui dit objectif, eh bien dit réel, temps présent. Voilà. Donc tout ça, ce sont des notions à se rappeler, hein, à faire sienne, quand on interprète le Soleil et la Lune. Mais en réalité, c'est valable pour tous les attributs de toutes les composantes astrologiques, hein. Mais bon, pour le Soleil et la Lune, c'est vraiment un petit peu particulier parce qu'ils ont beaucoup de choses, ils détiennent en eux beaucoup de choses qui, si on fait la synthèse, en réalité, c'est très facile, hein. Si on fait la synthèse, il y a un principe émetteur masculin, diurne, voilà. Et si vous reprenez, en réalité, ça fait beaucoup de choses parce que je vous les détaille. Je vous fais tout un pamphlet, mais en réalité, si vous êtes un peu cohérent entre les deux, il y a pas, on ne peut pas se tromper, on ne peut vraiment pas se tromper. Voilà. Ensuite, il faut aussi mettre un petit peu l'accent en ce qui concerne la Lune. La Lune, c'est l'inconscient personnel. Alors que je le dis souvent, hein, mais à contrario de Neptune, qui est l'inconscient collectif, un petit peu, qui est l'inconscient qui dépasse la personne, hein, c'est ce à quoi on se connecte, c'est à toute cette information qui est autour de nous et à laquelle on va se connecter suivant nos besoins. Voilà. Mais l'inconscient personnel, c'est vraiment ce qui se passe voilà, dans notre tête, c'est toutes les ressources que l'on a. Et ressources, ça veut dire plein de choses, hein. Ressources, aussi bien les traumatismes, c'est aussi bien la part d'ombre, c'est aussi bien voilà, toutes les ressources, que ce soit nos connaissances, que ce soit tout, voilà, tout ce que l'on a en nous en tant qu'être personnel, eh bien, ça se situe au niveau de l'inconscient, puisque le conscient n'a qu'un rôle de quelque part d'extérioriser les ressources. Et vous retrouvez Soleil-Lune. Hein, moi, je sais pas, voilà, Soleil-Lune. Donc, il y a l'inconscient qui, on pourrait dire, est le côté lunaire, donc qui œuvre sans la conscience vraie, ça se fait tout seul, hein, c'est en automatique. D'ailleurs, on appelle ça le mode automatique dans les neurosciences. Et on a le mode non automatique qui est là, et celui-là, c'est pour ça qu'on l'appelle le conscient, parce que le conscient, c'est le mode que l'on perçoit. Et pourquoi on l'appelle inconscient? Parce que c'est le mode que l'on ne perçoit pas et qui fonctionne tout à fait de manière automatique. Et ça, vous en avez des milliers d'exemples, hein, je vais seulement vous en donner un. Parfois, vous prenez votre véhicule, vous partez d'un point A à un point B, et vous vous dites, putain, zut, par où je suis passé? Putain, je ne me rappelle plus. Oh là là! Eh bien, heureusement que vous avez l'inconscient personnel, c'est-à-dire le mode automatique, qui vous fait rentrer à la maison, hein, parce que le conscient est parti en vacances. Vous avez pensé, je ne sais pas, moi, à tout plein de choses. Vous avez pensé à vos courses, vous avez pensé à votre week-end, machin. Et la voiture, elle continue à rouler. Et vous êtes comme ça, papa, papa, papa. Et hop, vous êtes arrivé à la maison. Alors, heureusement qu'il y a un mode de veille qui vous permet, en cas s'il y a quelque chose qui surgit, hop, là, il y a ce mode de veille qui remet en marche le conscient et qui vous permet d'appuyer sur le frein, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui devrait pas être là où il est, hop, j'appuie sur le frein. Voilà. Il y a ce qu'on appelle une mode de veille qui se déclenche à l'occasion de quelque chose que vous percevez inconsciemment. Vous ne le percevez pas consciemment, hein.
essayez de bien percevoir l'image que je vous partage, c'est qu'en réalité, vous le percevez inconsciemment. C'est dans votre inconscient. Dans votre inconscient, il y a une mode de veille. Dès qu'il y a quelque chose, hop, il remet en marche de manière instantanée votre conscient. Hop, oh, et vous freinez. Et voilà. Bien heureusement. Bien heureusement pour vous et pour tout ce qui est votre entourage. Alors, des fois, bien entendu, on est surpris. Ça va très très vite, plus vite que le passage machin. On freine, mais c'est un petit peu trop tard. Voilà. Donc, ça arrive aussi. D'où le fait de toujours être très attentif quand on fait quelque chose qui peut être dangereux. Alors, c'est vrai que c'est de notoriété publique, hein. On a fini le boulot, on se met dans sa voiture, voilà, on avance, on met le côté solaire un petit peu en vacances et voilà, on s'envole. Et des fois, eh bien, tac, des fois, il y a un petit incident qui vous rappelle que. Alors, là aussi, c'est une belle perche que je m'auto-tends. Eh bien, parfois, il y a justement un principe qui vous rappelle que le jour, eh bien, il faut être conscient et que la nuit, on peut se permettre d'être inconscient. Tout dépend de ce que vous faites la nuit. Si vous travaillez de nuit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par vous, hein, c'est une image. Si vous travaillez de nuit, bien sûr, là, il faut être solaire au moment de la lune. Et recevez bien ça provoque, pour les gens qui travaillent de nuit, si vous connaissez un peu le milieu médical, tout ça, eh bien, ça provoque pas mal de soucis. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est un exemple que je connais bien, très bien même. En milieu hospitalier, les infirmières ou infirmiers, c'est pareil, hein, c'est pas homme-femme, c'est les gens le personnel de nuit. Eh bien, si vous le prenez quand il rentre à l'hôpital et vous le prenez 20 ans après, ben, vous allez voir le changement. Il y a souvent des prises de poids pour ceux qui ont le potentiel. Ça s'appelle l'épigénétique, hein, ça, d'accord? Donc on verra un petit peu la relation entre le thème astral et l'épigénétique. Si on parle d'astrologie médicale, je ne sais pas, on verra. Donc, si vous en avez la possibilité et que vous travaillez de nuit, si vous avez la possibilité de prendre du poids, eh bien, le travail de nuit va favoriser la prise de poids. Il y a beaucoup de problématiques d'expression du génome qui, par l'inversion jour-nuit, va provoquer des problématiques. Voilà. Si un jour ça vous intéresse, on fera un topo sur les problématiques qui sont engendrées par cette inversion Soleil-Lune. Voilà. Et il faut aussi bien concevoir que le Soleil a ses propres fonctions qui sont donc dans le conscient, donc il gère l'inconscient, et la Lune gère l'inconscient, et notamment les rêves. Les rêves, tout ce qui est fonction de nettoyage du cerveau, tout ce qui est fonction de la gestion des traumatismes, tout ça, en général, ça se fait la nuit. Voilà. Ça se fait la nuit sous la lune parce que justement, on donne plus la parole à l'inconscient. Alors, je vais me reprendre tout seul, comme un grand, parce qu'en réalité, c'est pas très juste. Ce que je vous dis là, c'est pas très juste. En réalité, l'inconscient, il travaille tout le temps. C'est par la déconnexion du conscient que le conscient, eh bien, va quelque part travailler encore plus. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Mais en réalité, même la journée, l'inconscient travaille, hein. Vous le savez, avec la voiture, tout ce que je vous ai raconté, tout ça. Voilà. Mais la nuit, comme il n'y a plus le conscient, eh bien, l'inconscient va travailler beaucoup plus. Il va avoir des tâches qu'il ne peut pas faire le jour. Donc, notamment le tri de ce qui s'est passé émotionnellement, tout ça dans la journée, le tri des ressources, le tri des traumatismes, enfin, voilà. Et en plus de ça, la nuit, il y a aussi une vie qui est ce qu'on appelle, et c'est pas aller en astrologie, hein, c'est ce qu'on appelle la vie nocturne. Voilà. Il y a une vie diurne et il y a une vie nocturne.
Les deux vies sont différentes. Et souvent, dans mes initiations, à mes élèves, à mes profanes, à mes élèves, je leur pose toujours la question, et je vais vous la poser, hein, comme ça vous y répondrez. Eh ben, on fait le même système que d'habitude, d'accord, mais je vous pose la question, vous mettez pause et vous avancez, vous avez la réponse. Voilà. Donc je leur pose la question, et ça, on rentre dans on va philosopher un petit peu. Je leur dis toujours, pour vous, qu'est-ce qui est le plus réel? La vie nocturne ou la vie diurne? Enfin, le monde, votre vie la journée ou, votre vie la nuit. Parce que la nuit, on ne meurt pas, hein, on vit quand même. Hein. On vit inconsciemment, mais on vit. Et d'ailleurs, dans certaines perceptions, on appelle la nuit la petite mort. D'accord? Pourquoi? Alors pourquoi? Tiens, deuxième question. Pourquoi on appelle la nuit la petite mort? Ça, c'est une question. Et la première question qui a amené la deuxième question, c'est ce principe. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus réel? La vie le jour ou la vie la nuit? Voilà. Alors, je vous laisse bien entendu maturer sur ce principe-là, le jour ou la nuit, plus réel. Bon. Et en seconde instance, vous réfléchirez à la deuxième question. Voilà. Donc, pour répondre à la première question, maintenant que vous avez maturé, que vous avez fait avancer l'enregistrement, tout ça, eh bien, en réalité, les deux sont réels. Les deux sont autant réels l'une que l'autre. Alors, vous avez des gens qui sont plus enclins à me répondre, ah ben, le jour, hein, d'accord. Pourquoi ils répondent ça? C'est très simple, le jour, parce que ils sont en action consciente. Donc pour eux, c'est plus réel, le jour parce qu'il y a cette action consciente. Et la nuit est un petit peu moins réelle parce que justement, il y a de l'action, mais elle est inconsciente. Voilà. Liliane nous dit, hein, le jour, c'est le jour, la nuit, c'est la nuit, la petite mort parce que je suis dans un autre monde. Voilà, donc Liliane, c'est ta perception, elle est ce qu'elle est, elle est de bonne aloi, je dirais, pourquoi pas. Moi, je vais vous partager, enfin, la mienne, je vais vous partager surtout ce qui est issu de tous les milieux initiatiques et de tous les arts anciens. Après, ben, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, c'est ce dont je vous parlais là à l'instant, avant que je lise le commentaire à notre chère Liliane. Pardon. En réalité, c'est ce que je vous disais, hein, les gens, certains vous répondront que c'est le jour parce qu'ils vivent dans la conscience. Voilà. Donc pour eux, comme c'est conscient, c'est plus réel. Et la nuit, comme c'est plus inconscient, c'est moins réel. Voilà. Ça, c'est une perception qui est souvent dite. Alors qu'en réalité, comme je vous le disais, les deux sont réels, sont autant réelles une que l'autre, mais elles sont différentes. C'est tout. C'est la seule chose que l'on trouve dans toutes les initiations, c'est qu'elles sont différentes, mais elles sont aussi réelles une que l'autre. Et de par notre perception de l'activité au sens d'être actif, eh bien, le jour paraît plus réel que la nuit. Voilà. Donc, comme ça, ben, en même temps, ben, je vais répondre à Vénéra qui nous dit, pour moi, c'est le jour le plus réel, d'accord? Et Liliane qui, par rapport à son premier commentaire qui était le jour, c'est le jour, la nuit, c'est la nuit, la petite mort parce que je suis dans un autre monde, elle a précisé sa pensée en disant oui, on est bien d'accord, je me suis mal exprimé. Non, ben, tu as exprimé à ta manière, Liliane. Voilà, c'est tout.
moi, j'exprime un petit peu de manière différente, mais on est dans la même perception. Voilà, et Liliane, moi, pourquoi pas Liliane, Vénéra qui dit pour moi c'est le jour le plus réel. Ben oui, parce que tu dois être plus émetteur, et comme tu es plus émetteur, donc on en revient encore Soleil-Lune, toujours pareil, hein. Comme tu es plus émetteur, eh bien, tu as cette faculté de plus percevoir la réalité parce que tu es en action. Émetteur égale être en action. Le lunaire égale être plutôt récepteur et passif. Donc, vous voyez, on revient encore avec des perceptions différentes en ce qui concerne le solilunaire. Solilunaire serait émetteur action, donc la réalité, hein, le jour, et la Lune, elle est plus réceptrice, passif. Passif, ça ne veut pas dire sans réaction, hein, entendons-nous bien, hein, d'accord, voilà. C'est-à-dire qu'on réagit de manière différente, de manière passive et pas de manière active. Si ça vous pose un souci, vous me le dites et on pourra philosopher aussi sur le fait. Voilà. Donc, quand on est plus émetteur, quand on est plus solaire, quand on est plus tout ça, eh bien, on a tendance à, à penser que le réel est plus le jour. Et quand on est plus lunaire, plus réceptif, eh bien, souvent, on a cette perception que les deux sont réels. Et même, des fois, j'ai rencontré des gens qui me disaient que pour eux, le plus réel, c'était le monde de la nuit. Hein, le monde de la nuit, pourquoi? Ben parce que le monde de la nuit ressentait plein de choses, il rêvait beaucoup, il vivait plein de choses de manière inconsciente. Voilà. Voilà. Mais il y a encore plein de choses, hein, mais bon, on va y aller crescendo. Ensuite, ce que je disais, ce que la deuxième question était pourquoi on appelle la nuit la petite mort. Et Liliane avait répondu que c'est parce qu'on était dans un autre monde. Ça peut se percevoir comme ça, Liliane, oui, pourquoi pas. Voilà, c'est ton expression, elle est, euh, elle est de bonne aloi. Alors, dans le côté ancien, des arts anciens, dans le côté initiatique, on disait que c'était il y a plusieurs choses. Voilà. Il y a ce que Liliane exprime, c'est le fait d'être dans un autre monde. On n'est plus dans le monde de la matière, vraiment. On vit de manière plus subjective, on vit de manière plus, plus imaginative, plus dans le rêve, dans ce monde impalpable. Voilà. Mais il y a aussi un autre principe qu'on peut ajouter à cela, c'est le fait du non-mouvement. Ça reviendrait aussi à exprimer à Vénéra pour étoffer, pour qu'elle ait un éventail de perceptions plus grand. Il y a aussi l'absence de mouvement conscient, j'entends bien. Bien entendu, la nuit, on se tourne, tout ça, pof. Voilà. Mais il y a l'absence de mouvement inconscient. Et c'est pour cela aussi qu'on dit que la nuit, c'est la petite mort, parce que justement, on perd la conscience, on perd le conscient. Quand on dort, on perd le conscient. Enfin, on le perd, on le perd. Il est en mode, en mode veille, et du coup, on n'est que dans l'inconscient. Et à partir du moment où on perd le conscient, quelque part, ça revient aussi à dire je perds le contrôle. Enfin, c'est pas je perds, je n'ai plus le contrôle pendant un laps de temps de la nuit, je n'ai plus le contrôle. Donc, comme on n'a plus le contrôle, on n'a plus l'impression de vivre, puisque notre vie est quand même basée pour la plupart des gens sur le contrôle. Eh bien, quand la nuit on dort, eh bien, on n'a plus ce contrôle conscient. Comme on n'a plus le contrôle conscient, ben c'est ce qui arrive quand on meurt, on n'a plus le contrôle conscient. Hop, c'est fini. Voilà. Eh bien, c'est pour ça qu'on appelle le monde de la nuit aussi la petite mort, parce qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de contrôle et il n'y a plus forcément de conscient. Et de ce fait-là, on est, comme l'a dit Liliane, on est dans un autre monde. En réalité, on est dans l'autre facette du même monde. Voilà, pour être plus exact, Liliane, hein, c'est pas pour philosopher, mais c'est comme ça que c'est retransmis dans les initiations. On est dans l'autre versant du même monde. Et c'est pour ça qu'il y a la Lune et le Soleil qui forment une complétude.
Eh bien, le jour et la nuit forment une complétude de la même journée, mais c'est deux perceptions différentes de la même chose. Eh bien, le Soleil et la Lune sont deux perceptions différentes de la même chose. C'est ce que vous retrouvez dans toutes les voies initiatiques, et notamment dans la voie astrologique. Hein. Alors, gardez bien ça en mémoire, enfin, tout ce que je vous dis, mais ça, ça en plus, le Soleil et la Lune sont le même monde, mais les deux versants du même monde. Voilà, c'est important. C'est pas un autre monde au sens le Soleil n'est pas dans le même monde que la Lune. Si vous regardez bien euh, dans notre écosystème, le Soleil et la Lune font partie du même monde, hein, mais ce sont deux perceptions du monde différentes. Voilà. Je pense que c'était utile de s'arrêter un petit peu sur cette perception-là. Voilà. Alors, même titre que je dis aussi à mes élèves pour vraiment bien percevoir ce monde solilunaire. Hein, il faut savoir que le monde solilunaire est très important. Euh, L'astrologie, le zodiaque forment un ensemble, bien entendu. Mais le monde, le monde, tiens, du coup, la perception solilunaire a quelque chose de source. Hein. C'est la base un petit peu de cette compréhension, de cette dualité qui peut parfois, suivant comment on le vit, être une opposition. D'accord? C'est le cas de la pleine lune. Et suivant comment on le vit, une complémentarité, on pourrait dire que c'est le cas de la nouvelle lune où le soleil et la lune sont en conjonction. Bon, là, on peut émettre, vous me connaissez maintenant, il y a des subtilités partout et on peut émettre un petit modulato. Sur la pleine lune, l'opposition solilunaire, c'est très visible. On le perçoit de manière, on le perçoit de manière, comment je vais vous dire ça? On le perçoit de manière réelle. Hein. Enfin, voilà, la pleine lune, c'est une opposition solilunaire, tac, tac, voilà. Mais sachez bien que cette opposition solilunaire, on peut la vivre de deux manières. On peut la vivre de manière opposée, c'est-à-dire on oppose les deux principes, comme on peut le vivre de manière dont on a parlé jusqu'à maintenant, sur la complémentarité de ces deux pôles qui forment un ensemble. Donc, quand on est en pleine lune, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos de manière succincte, c'est qu'il est possible de vivre les choses des deux manières. Voilà. Et si vous le vivez dans l'opposition, ben, ça va être plus compliqué que si vous le percevez en termes de complémentarité. Et d'ailleurs, pour vraiment spécifier la chose, eh bien, pour spécifier vraiment la chose, quand on regarde la pleine lune, si on veut la rendre complémentaire, il suffit de regarder dans quel signe ça se passe, dans quel axe. En réalité, c'est l'étude des axes en astrologie, puisque c'est une opposition, eh ben, c'est forcément un axe. Donc, ça peut être un axe de ce que vous voulez, taureau, scorpion, lion, verseau, tatati, tatata, bélier, balance. Donc, si vous voulez vivre votre pleine lune de manière dans la complémentarité, non pas dans l'opposition, il va falloir œuvrer ben, sur cet axe-là et regarder en soi. Donc là où on a la Lune, eh ben, c'est le domaine où on va être le plus réceptif, le plus intériorisé, le plus dans l'émotion. Et là où il y a le Soleil en face, eh bien, c'est notre manière, enfin, ça va être la manière dont on va désirer être émetteur. Voilà. Et de là, eh bien, suivant votre dominante de départ, eh bien, il va falloir plus œuvrer sur un signe que sur l'autre, sur un des deux signes qui composent l'opposition, donc l'axe solilunaire. Voilà.
Donc, Vénéra, qui, après nous avoir dit pour moi c'est le jour plus réel, précise sa pensée en disant la nuit, je me déconnecte de la réalité et passe dans un autre monde. Ouais, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Alors, c'est pas un autre monde, hein, Vénéra, Liliane, c'est pas un autre monde. C'est le même monde, mais vécu d'une manière différente. Et Vénéra, qui nous précise, c'est une dualité comme le yin et le yang. Alors, si vous regardez bien le yin et le yang, Vénéra, eh bien, vous apercevrez que c'est pas vraiment une dualité. Ou alors, c'est ce dont je vous parle pour la pleine lune, c'est une opposition complémentaire. Puisque si vous regardez bien, essayez de bien regarder le symbole du yin et du yang. Je ne peux pas le mettre à l'écran, là, c'est chiant ça. Je ne peux pas mettre les trucs à l'écran. Comment je vais faire? Comment je peux faire, les amis? Je dois avoir un yin et yang qui traîne quelque part. Je ne sais pas où, mais je ne sais pas où, je ne sais pas où. Je vais essayer d'en trouver un. Nom de nom. Alors, ce que je voulais vous dire, ce dont je voulais vous parler, c'était le yin et le yang. Donc, si vous remarquez bien le yin et le yang, eh bien, vous avez dans le blanc un point noir et dans le noir un point blanc. Eh bien, c'est pas pour rien. S'il y a un point noir dans le blanc et un point blanc dans le noir, c'est juste pour vous exprimer que c'est une complémentarité et que c'est comme la lune. On peut le vivre. On peut le vivre justement de cette opposition, comme le dit Vénéra, c'est-à-dire le vivre comme une dualité. Et si on tient compte du noir dans le blanc et du blanc dans le noir, eh bien on peut vivre le yin et le yang comme une complémentarité. Et pour vous exprimer un petit peu plus ce principe-là, si vous prenez le symbole du yin et du yang, que j'arrive pas à trouver, j'en ai de partout d'habitude, ben là j'en ai pas. Si vous prenez le symbole du yin et du yang, ben vous apercevrez que l'ensemble, et c'est pas pour rien, hein, entendons-nous bien, c'est pas pour rien du tout, l'ensemble forme, l'ensemble est un cercle, comme le zodiaque. Et pourquoi c'est un cercle? Eh bien, parce que le cercle, le symbole du cercle, c'est la complétude. Voilà. Et ça veut dire que le yin et le yang, ils peuvent être séparés, mais si on les vit, oui, de manière adaptée, eh bien, ça va former l'entièreté du cercle. D'accord? Au lieu de vivre le noir et le blanc séparés, si on associe tout ça, eh bien, on va être dans le cercle. Et vous apercevrez que tout ce qui est cercle forme la complétude. Alors, je vais essayer de faire un truc. Exceptionnellement ce soir, je vais essayer de vous montrer quelques petits trucs. Et vous allez comprendre, vous allez comprendre plein de choses pourquoi je vous parle de ça. Voilà. Regardez, hein, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Vous voyez, là, c'est un livre ésotérique. Voilà. Et vous avez des cercles. Si vous tournez la page, ben, vous avez. Attends, j'arrive pas. Vous avez encore des cercles. D'accord? Si je tourne la page, vous avez encore des cercles. Si je tourne la page, eh bien, vous avez encore des cercles. Et si je tourne la page, vous avez encore des cercles. Un cercle. Si je tourne la page, vous avez des cercles partout. D'accord? Voilà. Alors, je vais arrêter les cercles. Vous en avez là aussi, mais bon, je vais arrêter les cercles. C'est juste pour vous exprimer que, en réalité, toutes les dualités, quelque part, se passent dans un cercle au niveau initiatique. Pourquoi? Parce que la dualité, donc,
l'opposition dont je vous parlais, eh bien, est faite pour amener à la complétude et non pas à la dualité. La dualité, c'est la basse compréhension, c'est le comportement primaire de la dualité, on va dire, hein, où la dualité est au niveau primaire. Et quand on va au niveau secondaire, eh bien, cette dualité, on va la vivre comme une complémentarité. Voilà, tout simple. D'accord? Pas plus compliqué que ça. Si vous arrivez à percevoir ça, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la dualité, c'est que vous êtes dans la perception primaire de de, de la complétude, quelque part. Et quand vous êtes et quand vous vivez une dualité en tant que complétude, c'est-à-dire en tant que la globalité, le cercle, eh bien, vous êtes dans une perception secondaire de la dite opposition, de la dite dualité. Bon, puisque une dualité, c'est une opposition. Voilà, donc je vais. Bon, vous êtes que deux, hein, les amis, là. Donc, je vais vous demander, et vous ferez référence, si vous avez bien tout acté. Sinon, je reprends ce que vous n'aurez pas vraiment conscientisé. Et ça, il faut vraiment le vivre en soi, tout ce dont je vous parle là. Voilà, il faut que ça soit vivant en soi, ce côté solilunaire, ce côté solilunaire, ce côté solilunaire. Voilà. Et en attendant que vous mettiez, en attendant que vous mettiez une petite réponse, je vais un petit peu étoffer encore, j'ai un petit peu étoffé encore plein de choses. Euh, on va prendre des exemples, hein, d'accord? On va prendre des exemples très simples. Alors, vous pourrez le percevoir à votre... merci Liliane. Donc, Liliane nous dit c'est parfait, très clair. Donc, je vais un petit peu imager cela de manière très simple. D'accord? Alors, si vous regardez votre corps, vous apercevrez que vous avez deux bras. Deux bras, le bras gauche est opposé au bras droit. Mais ça forme la complétude de votre possibilité de créer à partir de l'idée dans la matière. C'est-à-dire que ça vous sert à créer ce que vous avez là-dedans. Voilà. Mais il y a deux principes opposés qui sont complémentaires puisque vous allez créer d'une main ou après l'autre, peu importe si vous êtes gaucher, droitier, mais en réalité, ça forme l'entièreté de votre possibilité de création à partir de l'idée dans le monde de la matière. Voilà. Donc vous voyez, voilà, ça c'est du concret pur et dur. Et voilà. Et quand d'ailleurs, si vous voulez parler gestuellement d'une d'une dualité, qu'est-ce que vous allez faire? Ça. Ça, soit ça. Et vous allez opposer la droite à la gauche. Mais en réalité, la droite et la gauche, si vous les rassemblez, c'est plus une dualité, c'est une globalité. Voilà. Et c'est pareil pour les jambes, c'est pareil pour les yeux, c'est pareil pour le nez. Par contre, on n'a qu'une bouche. Eh bien, en réalité, c'est faux. Entendons-nous bien, hein, voilà. En réalité, on a deux orifices qui permettent un de rentrer, un de sortir. Et il y a foncièrement une dualité entre un et l'autre. Voilà. Mais bon. Ensuite, puisqu'on est dans ce domaine-là, et qu'on parlait tout à l'heure de réceptivité et d'émission, si je bouge trop, la caméra, elle s'affole. Donc, je vais la laisser. Caméra. Voilà. Elle s'affole, vous avez vu comme elle s'affole, elle devient trouble quand je bouge trop. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis du Sud, donc les gens du Sud, ils bougent. C'est une plaisanterie, ça. Voilà. Donc, oui, Vénéra, comme l'hémisphère droit et gauche, voilà. En plus, les neurosciences. Avant, on pensait que quand l'hémisphère droit il fonctionnait, l'hémisphère droit il fonctionnait pas, ou il y avait un petit peu un truc comme ça, ou qui fonctionnait jamais ensemble. Voilà. Maintenant, on sait grâce aux neurosciences que les deux fonctionnent en même temps.
Voilà, juste petit rappel. Donc, voilà. Donc, j'en étais à ce principe émetteur-récepteur que l'on retrouve aussi physiquement, on va dire anatomiquement exactement, qui est que, alors, le masculin, au sens concret du terme, a un sexe extérieur et le féminin, au sens concret du terme, a un sexe intérieur. Et les deux forment la complétude, hein, d'accord? Il n'y a pas un plus important que l'autre. Il n'y a que si vous voulez créer, ben, il faut les deux. Voilà. Ils sont différents. Il y en a un qui est récepteur, un qui est émetteur, c'est le cas de le dire. Et les deux forment la complétude. Voilà. Donc vous voyez bien que dans la nature, dans l'univers, dans notre perception des choses, par le cercle, je vous en ai montré un certain nombre. Bon, je ne vous ai pas dit à quoi ça correspondait parce que c'est des voies initiatiques, donc on y passerait des jours et des jours. Mais vous avez des cercles partout, mais partout. Pourquoi? Parce que l'ensemble, pour l'être humain, hein, pour notre perception en tant qu'être humain, l'ensemble ne peut être perçu, c'est-à-dire la globalité, l'ensemble ne peut être perçu que par le cercle. Et pour finir cette explication-là, je vous le donne en mille, mais on vit sur une planète qui est un cercle. Elle n'est pas plate comme on croyait avant, c'est un cercle. Pourquoi c'est un cercle? Parce que le cercle permet justement de contenir la totalité, permet une perception globale. Hein, voilà. Donc la Terre est aussi un cercle, les planètes, tout ça, on est dans ce monde de cercles. Et pour aller encore plus loin dans cette perception-là, il y a encore deux, trois choses dont je peux vous faire part en réalité. Alors, je vais rendre la caméra un peu floue, mais c'est pas grave. Le cercle, c'est quoi aussi? Le cercle, le cercle symbolise le cycle. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi ce principe solilunaire le cycle jour-nuit. Le cercle égale cycle. D'accord? Dans notre perception de ce cycle jour-nuit, vous avez une spécificité, une spécificité médicale qui s'appelle la chronobiologie. La chronobiologie, c'est cette perception du cycle jour-nuit, donc du cycle solilunaire. D'accord? Et comment la chronobiologie nous démontre ce cycle solilunaire? Eh bien, par la sécrétion de différentes hormones. Le matin, donc, au lever du jour, on va sécréter du cortisol. C'est une hormone justement, qui nous permet le réveil. Hein. Je vous fais court, hein, je ne suis pas, comment on dit, je ne suis pas habilité à vous faire un cours sur les cycles hormonaux, mais j'en connais quand même un petit rayon sur le principe, mais je ne suis pas habilité. Donc je vais vous en parler, à vous de faire vos propres recherches. Donc le matin, on fait du cortisol, qui va nous permettre, ce cortisol va engendrer d'autres réactions hormonales qui vont permettre le réveil, notamment le largage du sucre. C'est pour ça qu'il est inadapté de manger du sucre le matin. Et à la tombée de la nuit, on va fabriquer de la mélatonine. Voilà. La mélatonine est cette hormone qui va nous permettre de rentrer dans le sommeil. Là-dessus aussi, j'ai pas mal investigué, comme on dit, et il y a beaucoup de gens qui croient que la mélatonine est l'hormone du sommeil. En réalité, ce n'est pas tout à fait juste. La mélatonine est l'hormone qui va nous faire entrer dans un mode de veille, qui va déclencher le sommeil, mais ce n'est pas l'hormone du sommeil.
d'après les études, l'hormone du sommeil serait la valentonine. Voilà. Et donc, bon, peu importe, on fait de l'astrologie et pas de la, pas de la, pas de la chronobiologie. Bon, enfin. Mais c'est juste pour vous montrer ce rapport solilunaire que l'on retrouve dans nos organismes. Hein. C'est pas que symbolique. Hein. Il y a aussi ce monde solilunaire au niveau du concret. Ce n'est pas ce n'est pas qu'au niveau de la psyché. Hein. Voilà. Donc il y a ces deux antagonistes-là qui forment en réalité la complétude du cycle hormonal de la journée, qui s'appelle le cycle circadien. D'accord? Cycle circadien, circadien circulaire, c'est le cycle qui forme, c'est les cycles hormonaux qui forment le cycle de la journée. Voilà. Euh, Après, bien entendu, la nuit, il y a d'autres. La nuit, il y a aussi d'autres sécrétions. Il y a d'autres sécrétions hormonales, bien entendu. Hein, notamment, il y en a une qui est importante, c'est la nuit, on va sécréter de la leptine. La leptine est l'hormone coupe-faim. C'est pour ça que la nuit, on n'a pas faim. Parce qu'on sécrète comme il faut de la leptine et ce qui va coupe-faim égale pas faim, égale on ne se réveille pas la nuit, on dort. Voilà, pour faire simple. Et les gens qui, justement, pour en revenir à ce dont je vous parlais tout à l'heure, les gens qui travaillent la nuit, au bout d'un moment, eh bien, ils ont des problèmes de ces hormones-là, qui sont un petit peu déphasées parce qu'au lieu de dormir, ils sont réveillés, tout ça, et ça engendre des problèmes. Et notamment, le personnel de nuit a tendance à manger quand on sécrète de la leptine, ça dérègle la leptine parce que normalement, on ne devrait pas manger la nuit et s'entraîne tout un chamboulement hormonal. Voilà. Et c'est aussi cette perception solilunaire du corps. Hein. Là, on en parle toujours au niveau de la psyché, de cette action solilunaire. Mais, elle a aussi une action au niveau de la matière, au niveau du corps. Voilà, comme ça, on aura fait la totale, au niveau physique et au niveau psychique. Voilà. Euh, voilà. Donc, pour un petit peu, j'espère que vous avez tout bien mis ça à sa place, hein, le jour, la nuit, tout ça. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un petit peu ce principe solilunaire, mais sous l'axe conscient-inconscient. Donc, je vous ai dit que l'inconscient était aussi, fonctionnait aussi le jour. Hein, voilà. Mais il a plus de place la nuit vu que le conscient, il dort. Voilà. Maintenant, on va un petit peu voir cette relation conscient-inconscient versus la nuit, versus la lune. Voilà. Alors, la nuit, on rêve. Et la nuit, on rêve parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est l'inconscient qui fait son œuvre. Et le rêve, eh bien, alors après, vous allez me dire, il y a le rêve éveillé, mais c'est différent. Les rêves éveillés sont différents du rêve de la nuit, bien entendu. Donc, les rêves, ils ont plusieurs, il y a plusieurs fonctions dans le rêve. Hein. Vous avez le rêve qui permet d'évacuer ce que vous avez les émotions de la journée. Vous avez le rêve qui traduit une peur, une angoisse. Donc, le rêve que j'aime bien appeler le rêve de la part d'ombre. Et vous avez aussi une autre forme de rêve qui est le rêve qu'on appelait avant prémonitoire. C'est justement une des facultés de l'inconscient qui peut, parce que justement le conscient n'est pas là pour faire son œuvre de contrôle, eh bien, il peut aller et venir et nous avertir par rapport, bien entendu, à la position lunaire de chacun. Vous avez des gens qui sont
plus aptes à faire des rêves prémonitoires que d'autres. On en fait tous, mais il y a des gens qui sont, on va dire, qui sont plus dans la sensibilité et on va faire des rêves par extrapolation de ce que l'on a dans l'inconscient personnel. Après, vous avez ce qu'on appelle les rêves au niveau neptunien, qui sont plus des rêves plus globaux, c'est-à-dire on va voir le déclenchement d'une guerre, on va voir un avion s'écraser, on va voir, je sais pas, un train déraillé, on va voir sa grand-mère gagner au loto. Tout ça, ce sont des rêves qui sont pas personnels directement et qui sont plus sur l'origine neptunienne. Et donc, c'est, j'ai écrit un article il y a quelques années qui s'appelait Lune et Neptune, porte ouverte sur l'inconscient. Voilà. Et où j'explique tout ça. Voilà. Et de ce fait, l'inconscient personnel, donc la Lune, elle, va être plutôt des rêves qui vont nous être, dont on va quelque part être l'acteur. Mais l'acteur, pas dans le rêve, mais ça va être pour nous. C'est par rapport à l'inconscient personnel. Voilà. Et ce dont je vous parlais, c'est que grâce à la position lunaire, en premier lieu, grâce au signe du cancer, grâce aussi sous une certaine forme à la maison 4, eh bien, on va avoir une idée de ce potentiel de rêve. Si vous avez, par exemple, une lune en Capricorne, ça va être plus compliqué pour quelque part, euh, 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 être un bon rêveur, si je peux dire. Voilà. Vous allez rêver, mais ça va être sous contrôle. Parce que Saturne, déjà, il va un petit peu cristalliser tout ça. Il va un petit peu cristalliser le terme, rendre un petit peu sous forme de pierre, d'accord, moins fluide, moins réceptif, plus lourd, plus dur. Voilà. Alors, je pourrais même dire quelque chose qui est très saturnien, c'est le plomb. Ça va plomber les choses. Ça, c'est d'origine saturnienne. Le plomb est associé à Saturne. Je ne dis pas ça par hasard. Hein. Le plomb est associé à Saturne. Voilà. Alors que la Lune est plus associée à l'argent, puisque, ah ben tiens, voilà aussi encore un autre attribut. Le Soleil est associé à l'or et la Lune est associée à l'argent. Et de là est né beaucoup de choses, notamment les loups-garous, c'est-à-dire l'être humain qui se transforme en loup la nuit, eh bien, va être sensible à l'argent. Parce que l'argent est en rapport avec le monde de la nuit. Voilà. Après, on pourrait parler aussi des loups-garous, tout ça, ce qui a une version symbolique. Hein. C'est pas, je propose pas, je vous propose pas un film qu'on appelle ça, un film d'horreur. C'est parce que le loup-garou, la transformation de l'homme en bête a une symbolique. Peut-être qu'un jour on en parlera, mais si on parlait de tout, on dormirait là aussi. Donc, je vous disais, hors soleil. D'ailleurs, vous retrouvez ça dans toutes les civilisations, les Incas, les Égyptiens, tout ça, qui étaient des adorateurs du soleil. Vous vous rappelez de ça? Les Égyptiens adoraient le soleil, Ra. Les Mayas, les Incas adoraient le soleil, et notamment, ils adoraient l'or. Alors après, il y a aussi symboliquement il y a aussi symboliquement une perception pourquoi on adore l'or. Les cow-boys aussi adoraient l'or, hein, la ruée vers l'or. Les Espagnols sont allés chercher l'or chez les Mayas, les Incas, les Péruviens, tout ça. Pourquoi on adore l'or? Eh bien, parce que l'or, si vous l'épelez, eh c'est l'eau et l'air. C'est l'élément eau et l'élément air, donc l'eau mentale et la possibilité de se connecter par son hypersensibilité grâce au mental, monde subtil. Là, j'ai beaucoup bougé les mains. Bon, enfin voilà, ceci étant dit, c'était juste pour vous préciser que l'or, c'est le soleil et que l'argent, c'est la lune.
Donc, vous pouvez aussi percevoir une chose très intéressante. Essayez de faire, si vous pouvez, hein, essayez de faire ça. Si un jour vous voyez quelqu'un qui porte des bijoux en argent et pas en or, bon, parce que l'être humain, à la base, il est attiré par l'or, comme je vous ai dit, pour toutes ces raisons-là. Parce que l'or représente le subtil, l'or représente le soleil représente la lumière représente la connaissance, et la connaissance représente ce qui nous permet de monter vers le monde subtil. Enfin voilà, donc vous pouvez tourner les choses dans tout ce sens-là, ça fait sens. Voilà. Et il existe donc un autre métal, une autre perception qui est l'argent, qui est associé à la Lune. Donc vous pouvez vous amuser si vous avez quelqu'un autour de vous qui porte des bijoux de manière naturelle, j'entends, hein, en argent, qui préfère l'argent. Je ne parle pas de fiduciaire, hein, je parle d'argent, de bijoux, du métal. Voilà. Eh bien, vous pouvez regarder son thème si vous pouvez l'avoir, vous lui demandez son signe, vous lui demandez son ascendant, vous le regardez si c'est quelqu'un qui vous paraît sensible, quelqu'un qui vous paraît plutôt un petit peu calme, tranquille, d'accord, ou quelqu'un qui a le teint un petit peu clair, hein, les lunaires, rappelez-vous ça aussi. Alors, on peut intégrer ça aussi dans les spécificités. Les solaires, ils sont plutôt de couleur. Ils ont plutôt une belle couleur, quoi, d'accord. Et les lunaires, ils sont plutôt ce qu'on appelle blafards, plutôt blancs de peau, hein. Ils ont même le vrai lunaire, on dirait qu'il a la peau très blanche et transparente. Voilà. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très lunaires, hein, qui avaient une grosse dominante lunaire, et on aurait presque dit qu'on pouvait passer à travers. Voilà. S'ils ont une peau fine, très blanche, on voit souvent les veines un peu partout, tout ça. Voilà. Bon, chez ceux qui font de la muscu, on voit aussi beaucoup les veines, mais ce n'est pas des lunaires, hein. En général, les gens qui font de la muscu, ce n'est pas des lunaires. Voilà. Pourquoi on voit les veines chez les gens qui font de la muscu? Parce que c'est l'intensité, l'afflux de sang dans le muscle qui fait gonfler les veines et forcément on les voit. Alors que les lunaires, on voit les veines parce qu'ils ont la peau très très fine et très blanche, presque, je ne dirais pas transparente, ça serait exagéré, mais comme ça, très très, comment on peut dire, translucide. Voilà. Donc vous voyez les veines. Et donc une personne qui porte beaucoup l'argent, eh bien, peut avoir une dominante lunaire. Donc, vous saurez par ce principe-là que c'est que s'il y a beaucoup de lune dans cette personne-là. Voilà. Il n'a pas mangé la lune, hein, entendons-nous bien. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment vous pouvez vous positionner dans ces perceptions-là. Bon, c'est vrai, je vous ai livré beaucoup d'informations, mais vous pouvez réécouter autant de fois qu'il vous sera utile. Mais tout est important. Donc j'en étais, hein, je n'ai pas oublié, hein. Des fois je vais et je reviens. J'en étais au rêve. Voilà, au rêve, à l'inconscient personnel. Donc je vous ai parlé de Neptune, l'inconscient personnel, tout ça. Voilà. Donc il y a des gens et ces gens-là, vous les retrouvez, hein, en réalité, vous les retrouvez dans beaucoup de choses, qui ont cette faculté à faire des rêves, ce qu'on appelait, moi, dans mes voies initiatiques, des rêves, j'allais dire prédominants, prémonitoires, parce que justement, ils ont ce côté très lunaire, très développé, donc ils ont cette faculté à rêver, ils ont cette faculté à se connecter à leur inconscient, et on dit toujours que l'inconscient a un coup d'avance, et c'est le cas, hein, c'est le cas, ils arrivent à percevoir des choses, parce que l'inconscient, lui, il est toujours un petit peu en avance. D'ailleurs, en neurosciences ou même en physique quantique, on vous exprime que ce que vous vivez au présent est déjà du passé. C'est un petit peu compliqué. Au début, quand
au début, quand on arrive dans ce monde-là et qu'on vous explique que ce que vous vivez maintenant, c'est du passé, ça devient compliqué. Alors vous dites, et le passé, c'est quoi? Et l'avenir, c'est quoi? Tout ça. En réalité, c'est parce que quand vous rendez compte de ce que vous vivez, vous l'avez déjà vécu. D'accord? Et il faut le temps que ça arrive et que vous vous rendiez compte. Et ce laps de temps fait que ce que vous avez vécu est déjà du passé. Voilà, juste petite histoire, mais c'est important de le savoir. Donc, quand on dit vivre l'instant présent, on pourrait dire vivre l'instant passé du présent ou vivre l'instant présent passé. Voilà. Mais bon, pour faciliter les choses, on va dire on vit l'instant présent. Voilà. En réalité, je vous invite vraiment à ce monde des neurosciences. Donc, je vous en partage quelques bribes à chaque fois, mais ça vous permet aussi de faire, de faire un petit peu, de faire un petit peu on va dire, cette corrélation entre le monde des arts anciens et celui des nouvelles sciences qui, vous vous apercevrez à la longue, qui forment une complétude. Voilà. Un permet de comprendre l'autre et l'autre permet de comprendre l'autre et vous verrez vite les ponts, les liens, les relations entre tout ça et en réalité, ça fait des engrenages de très bonne qualité et qui sont très intéressants pour permettre de comprendre les différentes subtilités des deux côtés. Voilà. Donc, j'en étais au monde du rêve toujours et je reviens à ce monde-là. Vous avez aussi des gens qui se rappellent plus les rêves que d'autres, eh ben, c'est parce que ce sont des gens qui sont plus justement dans ce monde lunaire. Les gens qui se rappellent moins les rêves, alors c'est pas vrai pour tous les rêves. Il y a des rêves qui vont nous marquer parce que on fait le rêve à un certain moment. Voilà. Mais vous apercevrez que souvent sur le moment, on se dit oh, je vais m'en rappeler, et puis quand vous réveillez le matin, vous en rappelez plus. Ou pas bien. Voilà. Donc tout ça, on est toujours dans le monde solilunaire. Hein. D'ailleurs, Jung l'a aussi beaucoup investigué, le monde lunaire hein, et le monde solaire, bien entendu, mais il avait un grand intérêt pour le monde lunaire, et notamment le monde lunaire, qui est l'inconscient et qui contient la fameuse part d'ombre. Hein. La part d'ombre est dans l'inconscient. Et c'est justement un petit peu, on enfouit un petit peu dans cette part d'ombre tout ce que l'on ne veut pas voir, tout ce que l'on ne veut pas voir remonter au conscient, tout ce qui nous a profondément traumatisé, tout ça, hop, c'est un petit peu un fourre-tout, c'est un petit peu une poubelle, tout en étant une poubelle au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire on met nos déchets. Et on met nos déchets, surtout qu'on ne veut pas revoir surgir, hein, et on met aussi tout ce que l'on ne voudrait pas percevoir en nous, de pas très sympa, alors on met tout ça là-dedans. Et de temps en temps, ça refait surface, et ça peut refaire surface, justement, dans ce monde de la nuit qui est le monde lunaire. Hein. Alors, juste pour finir et pour un petit peu aller dans un autre voie lunaire dont je ne vous ai pas parlé. Je vous ai parlé du symbole Soleil-Lune. Voilà. Il faut savoir que la Lune a aussi un principe, c'est celui de refléter la lumière du Soleil. Hein. La Lune n'a pas de lumière en elle-même. Quand vous voyez la Lune bien éclairée, c'est parce elle vous renvoie, elle est l'intermédiaire de la lumière solaire. Donc, avec la Lune, il y a justement c'est pour ça qu'on dit avec la Lune, on voit la nuit parce que la Lune, elle est porteuse de la lumière solaire, mais pas dans son entièreté. Donc, il y a un inconscient personnel qui est accessible, c'est l'inconscient, ce qu'on va appeler, on va le dénommer l'inconscient dans sa globalité, et la face cachée de la Lune, c'est la part d'ombre. On peut symboliser quelque part la part d'ombre par la face cachée de la Lune. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas bien la part d'ombre, là, je vous en ai parlé. Après, si ça vous intéresse vraiment en profondeur, vous pouvez aller voir les travaux de Jung.
Mais bon, je vous ai dit, après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai dit ce qu'était la part d'ombre. Maintenant, comme je dis toujours, si ça vous titille, c'est que vous avez besoin d'en savoir plus. Et à ce moment-là, vous pouvez aller et puis on peut, lors d'un web atelier, en discuter. Voilà. Donc voilà, oui. Donc on peut symboliser justement cette perception de la Lune par sa face éclairée et par sa face non éclairée. Eh bien, le monde lunaire, c'est l'inconscient et la face cachée, c'est la partie qui est dans l'inconscient et qui est la part d'ombre. Voilà. Puisque la Lune, eh bien, elle a une part d'ombre, hein, puisqu'il n'y a qu'une face qui est éclairée à chaque fois. Voilà. Donc, vous voyez que le symbolisme est très intéressant, solilunaire, mais que il faut c'est plus adapté de le percevoir en même temps. On aurait pu faire le soleil une fois et la lune une autre fois, mais on perd cette relation quelque part de causalité des deux perceptions qui forment la globalité. Voilà. Donc voilà. Alors, avez-vous, Liliane Vénéra, un questionnement sur le principe? Est-ce que tout a été clair? Est-ce que vous avez, est-ce que ça, mes explications vous ont permis vraiment de ressentir ce symbole solilunaire? Voilà. Comme ça, si ça a marché sur vous, il y a de grandes chances pour que ça marche sur les autres. Voilà. Donc, avez-vous bien ressenti ce que je vous ai partagé? Est-ce qu'il n'y a pas justement de zone d'ombre? Est-ce que tout a été bien clair? Voilà. Et si tel est le cas, you are marvelous. Donc j'attends quelques secondes et pour vous dire que bon, euh, peut-être que peut-être au prochain web atelier, on va peut-être refaire un petit topo sur Mercure des Gémeaux et Mercure de la Vierge pour ressentir un petit peu du point de vue de la psyché, toujours pareil, hein, un peu les nuances, les subtilités, et peut-être refaire pareil avec Vénus du Taureau et Vénus de la Balance. Alors, vous qui suivez les ateliers, dites-moi si on l'a déjà fait ou pas, parce que je sais qu'on a fait Mars, Vénus, le désir et la chair, mais je ne sais pas si on a fait cette relation entre Vénus et ses deux signes et Mercure et ses deux signes. Voilà. Donc comme ça, on se met ça aussi la semaine prochaine. Et voilà. Vénéra qui dit, c'est très intéressant et vous avez très bien développé ce sujet. Eh ben, je vous remercie, Vénéra, mais le tout, c'est que vous ayez bien compris. Voilà. Et Liliane qui dit, oui, c'est bien clair. Eh bien voilà. Eh bien alors, faites votre de toutes ces données-là, expérimentez, régalez-vous à expérimenter parce que c'est comme ça qu'on acte les choses en soi. Il n'y a que de cette manière-là. Lire des livres, c'est bien, mais ça ne fait pas acter. Expérimenter les choses, ça fait acter. Alors, si vous lisez les livres que vous expérimentez, bien entendu, vous actez, c'est de bonne loi. Hein. Ce que j'entends, c'est lire des livres sans rien faire de ces lectures. Voilà. C'est pour ça qu'il existe les initiations, parce que les initiations, ça fait expérimenter les choses. Voilà. Donc, Liliane qui dit on devait faire Jupiter ce soir. Enfin, c'est ce qui était prévu en fin de webinaire. Ouais. Et oui, mais oui, peut-être, Liliane, mais j'ai trouvé intéressant de faire ce rapport solilunaire. Voilà.
parce que c'est quelque chose qui est très important en astrologie et je voulais mettre l'accent là-dessus parce que c'est une base importante de l'astrologie et de tout le monde initiatique. Voilà, que ce soit l'alchimie, que ce soit tout, hein, les lettres hébraïques, que ce soit toujours, il y a toujours cette notion solilunaire. Voilà.